voudrais dire d'ailleurs que le représentant de la majorité, il ne va pas me contredire sur le terme majorité, non, bon, qui est aussi rapporteur du budget du logement à l'Assemblée, il s'occupait de budget, il n'était pas lui en mariage tout à l'heure avant de venir nous retrouver. Monsieur Goldberg est, en représentant la majorité, au terme de la réforme de la Constitution, est un véritable coproducteur du texte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commission, dont il est le rapporteur, commission des affaires économiques, a eu un vrai pouvoir, puisqu'elle a retravaillé le texte, et que c'est le texte retravaillé qui est parti ensuite dans le circuit législatif, et que désormais les parlementaires ont une véritable influence, et qu'ils peuvent aussi nuancer le travail du gouvernement, alors même qu'ils appartiennent à la même majorité. C'est ce que je veux dire. Donc, M. Goldberg a lui-même déposé les amendements. Il va peut-être nous dire qu'il est d'accord avec certaines dispositions du projet de loi et qu'il est plus critique avec d'autres, qu'il les ait modifiées ou pas encore. Monsieur le rapporteur, est-ce que ce texte, effectivement, avait des cibles? Alors, les cibles, ça peut être le marché et la spéculation ou l'évolution des loyers. Est-ce que ce sont les professionnels? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu rose ce que j'entends ce soir. Moi, j'entendais pas ça ailleurs. Pourquoi pas? Soyez pas déçus. Voilà. Ne soyez pas déçus. Je ne suis pas déçu et vous ne pouvez pas l'être non plus. Mais est-ce qu'effectivement, il y avait des problèmes dans le corps professionnel qu'il fallait réguler? Est-ce qu'il y avait des problèmes parce que les propriétaires bailleurs ne se tenaient pas bien ou que les copropriétaires méritaient telle ou telle disposition? Quelles ont été les intentions? Est-ce qu'elles sont atteintes aujourd'hui à ce stade du parcours législatif? Écoutez, je commencerai d'abord par là où Michel Piron a arrêté son propre propos. Ce projet de loi ne visait pas à traiter l'ensemble des questions liées au logement. Bien entendu, dans ce qu'on appelle la crise du logement, je parle d'un oxymore, vous savez, deux mots qui s'opposent, parce que quand on parle de crise, généralement, c'est un moment dur à passer. Or, avec la crise du logement, c'est un long moment qui dure. Et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, avec des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont des difficultés pour se loger, qui ne sont pas forcément les plus défavorisés dans notre pays, avec un marché qui est complètement bancal. Et moi, je partage l'analyse à l'instant sur des zones qui sont en manque de locataires ou d'acheteurs immobiliers et d'autres pour lesquels le marché est complètement déstabilisé par une trop grande différence entre l'offre et la demande. Donc le premier sujet quand on parle logement, c'est de construire beaucoup, de construire bien et de construire des logements accessibles au plus grand nombre du point de vue de son acceptation sociale. Je ne parle pas que de logement social, mais des logements socialement accessibles au plus grand nombre, dans le locatif comme dans l'accession à la propriété, et des logements le plus équitablement répartis sur le territoire national. Ça, c'est le premier objectif. Et dans ce cadre-là, le projet de loi Allure, alors j'entendais tout à l'heure le président Perrin dire que c'était vide. Bon, voilà le rapport sur le projet de loi que l'on a rédigé suite au débat que nous avons eu à l'Assemblée au mois de juillet. Le projet de loi Allure est un élément du dispositif total. Je rappelle qu'il y a eu d'autres dispositions qui sont mises en place depuis 1 an et demi. Je pourrais parler de la mobilisation du foncier public, qui tarde, de mon point de vue, à venir. Mais c'est quand même la première fois où l'État et ses différents strates publiques ou parapubliques dit nous allons nous séparer d'un certain nombre de mètres carrés que nous possédons à un prix inférieur à celui du marché pour aider à la construction. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Deuxième chose, si on est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une offre de logement la plus équitablement répartie sur le territoire national, c'est aussi renforcer les dispositions de ce qu'on appelle l'article 55 de la loi SRU pour le logement locatif social réparti sur l'ensemble des zones. C'est aussi un certain nombre d'ordonnances dont vous savez qui sont en voie d'être toutes, écrites. La dernière, celle qui nous manque principalement, c'est sur une nouvelle offre de logement locatif qui s'appelle le logement intermédiaire, qui ne correspond pas aux anciens PLI, mais une nouvelle offre locative permettant aux investisseurs institutionnels de revenir sur le marché du logement. Et dans le projet de loi de finances, les dispositions fiscales en font partie. C'est aussi
une lutte résolue contre les recours abusifs au permis de construire qui retardent des opérations. C'est la possibilité pour des maires de rehausser ce qu'on appelle les dents creuses dans un certain nombre de zones construites. C'est la possibilité, là aussi, pour des élus de déroger au nombre de places de parking dans un certain nombre de secteurs et un certain nombre d'autres dispositifs comme cela. Donc, je ne veux pas noyer le poisson, je resitue le projet de loi tel qu'il est là, qui balaye un certain nombre de dispositions, dans une mesure d'ensemble. Et c'est aussi sur la mobilisation du foncier privé, parce que là, je partage là aussi ce qui était dit tout à l'heure, un certain nombre de dispositifs fiscaux qui seront abrogés dans le cadre de la projet de loi de finances 2014, notamment celui sur les terrains nus qui encourageait la rétention foncière. Donc on va arrêter avec ce dispositif qui était absurde du point de vue de l'objectif de la construction et avoir, pour ce qui concerne les plus-values immobilières sur les terrains bâtis, une fiscalité beaucoup plus linéaire et à mon avis c'est une bonne chose. Donc voilà pour le contexte et je pourrais citer encore 2 ou 3 autres sujets de ce contexte. Une fois qu'on pose tout ça, il y a le projet de loi. Et le projet de loi, j'entends bien que l'on parle principalement des 2 premiers titres, c'est ceux sur lesquels par ailleurs j'étais en responsabilité, mais il y a toutes les règles d'urbanisme qui sont revues dans le titre 4, dont le plan local d'urbanisme intercommunal qui doit là aussi permettre d'avoir une avancée en termes de construction à une échelle réfléchie qui permette de penser en même temps transport, zone d'habitat, zone d'activité économique, et aussi sur des questions liées à la gouvernance du logement social. Donc si j'en viens maintenant principalement à votre sujet, qui sont les titres 1 et 2 de ce projet de loi, qui doivent comporter ces 2 titres à peu près une 50aine d'articles, moi, je dois dire que je me suis assez bien retrouvé dans l'exposé introductif qu'a fait M. Papadopoulos, parce que je trouve qu'il a présenté les choses les plus objectives possibles. Dans le titre de ce débat, et également dans un certain nombre d'interventions que j'ai pu entendre juste là, on parlait de stigmatiser un certain nombre de professionnels. Je crois que rien dans ce qui est écrit aujourd'hui dans ce projet de loi peut laisser penser à cela. J'ai veillé, et ça a été dit dans les rencontres qu'on a pu avoir précédemment, à chaque étape de la discussion de ce projet de loi, de bien dire, de bien rappeler, je l'ai fait à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'une grande majorité des acteurs du logement sont des gens consciencieux, sérieux, qui respectent les règles. Mais néanmoins, de se dire qu'il y avait un certain nombre d'abus, et que ces abus, y compris pour les professionnels de l'immobilier, il fallait, de mon point de vue, y mettre fin. C'est pour ça que, je prends ce que disait tout à l'heure Jean-François Buès, sur le livre blanc qu'a coproduit la FNAIM il y a quelques années, un certain nombre de ces mesures, notamment du point de vue du respect des règles déontologiques, notamment du point de vue de faciliter l'exercice de la profession, sont reprises dans ce projet de loi. Il y a aussi un certain nombre de mesures dont on n'a pas du tout parlé, mais, excusez-moi, sur les questions de prévention des expulsions, sur les questions de lutte contre l'habitat indigne, qui sont très importantes, y compris pour les propriétaires, pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Je vais prendre les 2 sujets qui, je l'ai bien compris, faisaient débat. Sur la garantie universelle des loyers. Je peux rappeler, si vous le permettez, que vos collègues sénateurs ont évidemment examiné le texte comme vous l'avez fait, avec un épisode assez rare. Le président de la Commission des affaires économiques du Sénat a cru bon de proposer la création d'un groupe de travail qui va piloter, tant il semblait que le sujet n'était pas mûr. Alors, est-il mûr à vos yeux, ce sujet, l'article 8 ? Mais sur le sujet, je connais bien notre collègue qui a proposé ça, il est bon de proposer un groupe de travail, il est déjà en place. C'est un angevin. Plein de grande vertu. Voilà. Ce groupe de travail, il est en place, et bien entendu, entre la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat,
à l'Assemblée nationale qui a eu lieu pendant l'été, au Sénat qui vient d'avoir lieu, et les deuxièmes lectures qui auront lieu au début de l'année 2014, un certain nombre de points de ce dispositif mériteront d'être précisés. Et en tant que législateur, croyez bien que ça fait partie de mes préoccupations, ayant dû lutter pendant de nombreuses années, tout en étant législateur, contre ce que j'appelle des lois bavardes, c'est-à-dire des lois qui énoncent des dispositifs et qui ne peuvent pas les mettre en place. Une fois qu'on a dit cela, sur la garantie des loyers, soit on considère que la situation actuelle est tout à fait bonne, qu'il n'y a aucun problème dans le règlement des impayés de loyer, tant du point de vue des locataires que des propriétaires, que le propriétaire, qu'il passe d'ailleurs par un agent immobilier pour gérer son bien ou qu'il soit propriétaire, j'allais dire en direct, sait complètement comment faire quand le premier chèque n'arrive pas. On est au mois de novembre. Si le chèque du mois de novembre n'arrive pas, pour vous-même, pour les gens que vous représentez, pour les propriétaires qui louent tout seuls, je suis persuadé que si on demande aux uns et aux autres qu'est-ce qu'il faut faire quand le premier chèque n'arrive pas ou que le premier virement est suspendu, tout le monde est capable de répondre à cette question. Eh bien, la manière dont la plupart des situations se règlent, je rappelle que la plupart des propriétaires louent direct, sans passer par un professionnel qui, lui, a peut-être plus connaissance. Les 2 tiers au terme des statistiques de l'ANIL de l'année dernière. Et donc, pour cela, et parfois même pour un certain nombre de professionnels, que se passe-t-il? La dette locative enfle. On se retrouve avec des locataires qui, pour des bonnes raisons ou parce qu'ils sont de mauvaise foi, laissent enfler cette dette locative. Et quelle est la situation pour le propriétaire à ce moment-là? Eh bien, c'est parfois, excusez-moi de le dire, de s'asseoir sur cette dette locative, quand j'entends parler de déresponsabilisation, pour se dire la seule chose que je souhaite, c'est que le locataire quitte les lieux le plus rapidement possible pour être en situation de pouvoir reloger quelqu'un d'autre qui, lui, me paiera. Donc ça, c'est la situation actuelle du point de vue du propriétaire. Du point de vue du locataire, eh bien, parfois, il y a des accidents de la vie. Effectivement, je passe sur les gens qui sont de mauvaise foi. Parfois, il y a des accidents de la vie. Le chômage, séparation, un accident de la vie quelconque, qui fait qu'à un moment donné, un locataire se trouve en difficulté pour régler son loyer. Que se passe-t-il aujourd'hui? Rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va voir le locataire en lui disant « Monsieur, madame, vous n'arrivez pas à payer votre loyer, que se passe-t-il? Êtes-vous de mauvaise foi? Êtes-vous de bonne foi? Est-ce qu'on active les filets sociaux qui existent dans notre pays comme le FSL? Rien. » Donc, on peut considérer que la situation actuelle est satisfaisante. Moi, il se trouve comme élu que j'ai parfois reçu dans mes permanences, à 15 jours d'écart, le locataire qui ne pouvait plus payer et le propriétaire qui n'avait plus ses revenus locatifs, qui se trouvait lui-même en situation de fragilité financière, parce que pour nombre de propriétaires, les revenus locatifs, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même, de ces, si je peux employer cette expression un peu familière, dans ses revenus personnels. Donc l'idée de la garantie universelle des loyers, c'est de répondre à cette situation que je juge, pour ma part, insatisfaisante. Alors après, on peut dire la réponse n'est pas satisfaisante, mais au moins peut-on s'entendre sur le constat. Quelle réponse nous proposons? Nous proposons effectivement un système de garantie universelle qui, couvrirait l'ensemble des baux du secteur non social, parce que je pense qu'on est dans une situation différente dans le logement social, avec non pas une déresponsabilisation du locataire, à aucun moment, ni la ministre, ni, excusez-moi, le rapporteur que je suis a dit le locataire qui bénéficiera de la garantie universelle des loyers ne devra pas payer ce qu'il doit. À aucun moment, ça n'a été dit. Et au contraire, le mécanisme est assis de la manière suivante. Effectivement, un organisme national qui chapeaute le système, mais surtout des opérateurs privés sur le terrain, qui seront parfois vous-même, enfin vos professions, qui pourront être des agences bancaires, qui pourront être des gens issus du milieu de l'assurance, en tout cas des acteurs privés, agréés,
Non, ça ne bouge pas du tout, je t'entends Michel Piron, parce que c'était le 8 juillet, quand nous en avons discuté en commission, c'était déjà ce qui a été dit. Alors, vous avez dans la salle le président et le directeur général de Galian, oui, mais qui pourront sûrement réagir à ce que vous dites. Alors, soit être très heureux de ce que vous dites. Non, mais je les salue d'ailleurs. Nous avons aussi discuté ensemble pour préparer cela. Tout ce que je dis là est dans le rapport qui a été rendu public le 1er août suite à la commission qui s'est tenue à l'Assemblée nationale au mois de juillet. C'est-à-dire des acteurs privés avec des centres de gestion de la GUL agréés privés sur le terrain qui, au premier impayé de loyer, le propriétaire pourra aller voir ces centres agréés, celui de son choix, et il dira, voilà, mon locataire X ne paye pas, prenez en charge cette question. Ce centre ira voir le locataire, déjà regardera, et il ira le voir rapidement. C'est-à-dire on n'attendra pas que la dette enfle. Ira le voir, déjà regardera si le locataire est de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais moi, je préfère avoir, vous savez, j'aurais pu rester dans des généralités, et puis je préfère être dans les choses très précises. Voilà. Ira voir le locataire sa situation. C'est-à-dire qu'on ne se retrouvera pas dans une situation où aujourd'hui, encore une fois, propriétaire comme locataire, et avec un agent immobilier au milieu, parfois, ne sauront pas quoi faire avec cette situation. Iront voir si le locataire est de bonne foi ou de mauvaise foi. Si le locataire est de mauvaise foi quant à ses revenus, tout de suite, les procédures de recouvrement pourront rentrer en place, et ce qui n'est quand même pas une mauvaise chose, parce que la dette, à ce moment-là, n'aura pas grandi. S'il est de bonne foi, et ça arrive aussi, dans ce cas-là, ce centre, parce que ce sont des professionnels qui agiront, pourront permettre à l'ensemble des dispositifs et à tous les filets sociaux qui peuvent exister de rentrer rapidement en place pour voir la situation, y compris engager tout de suite, possiblement, une procédure de déménagement pour ce locataire. Vous connaissez comme moi des gens qui habitent dans des surfaces dont ils n'ont plus forcément l'usage aujourd'hui, par exemple, et ça pourra être rapidement mis en place. Et en même temps, vis-à-vis du propriétaire, fera agir le dispositif de la garantie des loyers qui fait que peut-être après une franchise d'un mois, parce que je n'imagine pas qu'on pourra prendre en charge le dispositif dès le premier mois, mais peut-être après une franchise d'un mois, en tout cas c'est ce qui est dans ma réflexion au moment où je vous parle aujourd'hui, début du mois de novembre, le propriétaire aura ses revenus locatifs. Y aura-t-il un fichier positif? Le président Jacquemart l'évoquait tout à l'heure. Moi, il n'y aura pas de fichier positif, c'est là où je n'étais pas d'accord avec ce que disait M. Jacquemart tout à l'heure, sur le fait de pouvoir louer un logement. Mais quelqu'un, locataire, qui loue et qui est de mauvaise foi, qui ne paye pas ses loyers, on peut se douter que s'il cherche à relouer, son accès au bénéfice de la garantie universelle sera vu de manière, bien entendu, différente. Après, se posent des questions, ce que posait M. Jacquemart, sur le fait de savoir si un propriétaire et un locataire s'entendent, puisque là on est sur un contrat de droit privé, pour signer un bail où le taux d'effort du locataire serait bien plus important que ce qu'il est raisonnable de penser. L'exemple était donné d'un taux d'effort de 50%. Et là, moi, aujourd'hui, je n'ai pas forcément de réponse à cela. Mais comme ça a été rappelé tout à l'heure, cette fois-ci par M. Perrin, un bail, c'est un contrat de droit privé entre deux personnes. La question est de savoir si le propriétaire et le locataire se mettent d'accord pour signer un bail avec un taux d'effort très important, et donc un risque très concrètement d'impayé beaucoup plus important que ce qu'il est raisonnable de penser ou de faire, de quelle manière le dispositif à ce moment-là se mettra en place dans le cadre d'un risque beaucoup plus important. Donc voilà le système tel qu'il est là, tel qu'il est aujourd'hui, et bien entendu, d'ici la seconde lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, un certain nombre de points doivent être précisés, et notamment la question très précise du financement. Des choses ont été dites de part et d'autre, je ne vais pas y revenir là-dessus. Moi, en tant que parlementaire, et je pense que là aussi on se retrouvera avec Michel Piron, la question des deniers publics et d'un État impécunieux aujourd'hui est essentielle, et donc, bien entendu, il faut éviter tout dérapage du système, mais il n'y a pas de raison pour moi, avec les garanties que j'ai données là, du fait qu'il y ait beaucoup plus d'impayés demain qu'il n'y en a aujourd'hui, voire, puisque la masse des impayés devrait, de mon point de vue, baisser, qu'il y en ait peut-être moins en volume. Rappelons, monsieur le rapporteur, que votre rapport, vous l'avez montré,
mentionne un coût annuel de 726 millions, si ma mémoire est bonne, donc selon la police et selon les organisateurs, c'est-à-dire l'univers de l'assurance, on a entendu 1,5 milliard, 2 milliards, voire plus. Voire plus, tout à fait. Je ne sais pas qui sont la police et les organisateurs. En l'espèce, c'est plutôt l'inspection générale des finances. Mais sur l'encadrement des loyers, parce que je voudrais revenir aussi sur ce sujet. J'ai entendu là aussi beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir forcément sur tout ce qui a été dit. Je voudrais juste citer là aussi les exemples que j'ai moi-même donnés au mois de juillet sur la manière dont ça pourrait se mettre en place. Et là où le raisonnement de Michel Piron était parfait tout à l'heure, il partait d'un présupposé qui est, à mon avis, pas tout à fait correct, cher Michel, qui était, d'ailleurs j'en ai discuté avec l'autre Michel Mouillard, qui était le fait de prendre par exemple sur Paris un prix au mètre carré uniforme de 23 ou 24 euros sur Paris. Indépendamment de la justesse, l'idée n'est sûrement pas de considérer Paris comme une seule zone avec un seul cas, qu'on soit sur le bassin de la Villette ou rue de Passy. Bon, et les exemples qui figurent là aussi dans ce rapport, donc je vais vous les donner comme ça, je ne vais pas tout vous donner, mais vous donner quelques exemples que j'avais moi. Le rapport est accessible en ligne, je le dis pour ceux qui ne savent pas que les assemblées sont transparentes. Tout est accessible en ligne depuis le 1er août, et je n'en dédicacerai pas quelques exemplaires, mais en tout cas c'est accessible en ligne et du coup discutable et bien sûr critiquable à souhait. Mais en tout cas, sur les exemples que je pouvais donner, j'avais pris 2 exemples. Puisque l'encadrement des loyers, en tout cas, puisque c'est ça qui fait débat, c'est comment fixe-t-on le loyer médian de référence? Bon, alors quand même, on a un observatoire en Ile-de-France, le LAB, qui fonctionne déjà relativement correctement. Et donc les chiffres que je vais vous donner, c'est à partir de ce que nous dit le LAB, qui ne fixe pas de loyer médian comme il est prévu dans la loi, ce qui est une grande différence avec un loyer moyen, mais un loyer moyen, mais ce qui permet, à partir de ce loyer moyen, de voir comment les choses se passent. Donc, le loyer médian de référence qui sera appliqué sera un loyer médian par type de bien, T2, T3, T4, suivant sa situation, et un prix au mètre carré. Et c'est là où le raisonnement, et d'ailleurs quand j'en ai discuté avec lui, de Michel Mouillard, ne prenait pas ça en compte, parce que c'est bien un prix au mètre carré qui est donné suivant la situation et suivant le type de bien, et non pas un prix uniforme pour un T4, par exemple, sur Paris. Le prix moyen au mètre carré en euros pour un T2 dans le quartier de la Muette est de 26,5 euros. Le prix moyen dans le quartier de la Muette à Paris pour un T2. Moyen. D'accord? Oui. Ce qui fait, pour une surface à peu près moyenne en Ile-de-France d'un T2 de 46 mètres carrés, un loyer de 1 219 euros. D'accord? On parle de la Muette pour un 46 mètres carrés. C'est... Voilà. La question se posera de savoir si pour le même logement, dans le même quartier, pour le même nombre de mètres carrés, un propriétaire s'écartera pas d'un prix fixé administrativement dans le bureau de Cécile Duflot, mais de ce que font ses collègues qui louent le même bien dans le même quartier pour la même surface. Et donc, les 20% dont on parlait tout à l'heure feraient que pour un même bien, si au lieu de louer ce loyer moyen de 1 219 euros, on passait à 1 462 euros pour le même bien dans le même quartier. Et donc 200 euros d'écart, un peu plus de 200 euros d'écart, on retrouve les 20% qui s'écartent de la médiane. Et donc la question, effectivement, sera pour le même bien dans le même quartier, pour la même surface, de savoir ce qui justifie le propriétaire A du propriétaire B de louer de manière relativement différente ce même bien. Je le dis parce que si on prend bien sûr l'exemple dans un autre quartier de Paris et pour une autre surface, j'avais pris par exemple l'exemple d'un T4 dans le quartier Pont de Flandre à Paris dans le 19e arrondissement, à ce moment-là, le loyer médian de référence est à 1 472 euros et à ce moment-là, si le propriétaire dépasse les 1 768 euros, il faudra là aussi qu'il justifie par des considérations. Quand on est dans le quartier Pont de Flandre, que l'on regarde, je ne sais pas quoi, moi, je sais qu'il y a une superbe
vu, oui, sur un endroit où se garent les camions poubelles de la ville de Paris, dans le 19e arrondissement, c'est pas la même chose que si on regarde le parc de la Villette, par exemple, dans ce quartier-là. Voilà. Et donc, c'est ça la technique. Donc, c'est pas une technique ex abrupto, c'est de regarder la réalité du marché et comment les uns ou les autres s'écartent de la réalité du marché. Et je crois qu'avec ces précisions et un certain nombre de freins qui sont mis par rapport à ces précisions, nous pouvons tout à fait considérer que quelqu'un qui s'écarte de beaucoup, encore une fois, de la réalité du marché, doit juste le justifier. Dernier point, parce que je ne voudrais pas être trop long, mais vous dire que j'entendais ce que disait tout à l'heure le président Buet sur le fait de dire que la manière dont il faut s'adresser aux professionnels. Moi, j'ai pleinement conscience que la question de l'immobilier, elle ne va pas se traduire uniquement entre les quatre murs de l'Assemblée nationale ou de ceux du Sénat. Que ça demande effectivement d'écouter ce que disent les professionnels, d'écouter ce que disent aussi les locataires, d'écouter ce que disent un certain nombre de maires qui sont devant une difficulté aussi par rapport à une offre de logement qui ne correspond pas à leurs besoins. C'est aussi cet ensemble qu'il faut prendre en compte et de se dire que ces questions de logement ou de mal-logement dans notre pays, c'est sans doute des difficultés pour vous en tant que professionnels, c'est sans doute aussi, bien entendu, pour les locataires, pour les élus que nous sommes, mais je suis persuadé que ces difficultés, ce mal-logement persistant en France, c'est aussi un des problèmes de compétitivité de notre pays qui nuit, l'exemple qui était donné tout à l'heure, aussi au fait que des salariés, en tout cas dans les zones les plus tendues, puissent exercer correctement leur profession. Et je veux aussi, sur ces questions de logement, prendre les choses de cette manière-là. Merci, monsieur le rapporteur.